Madame, Monsieur, c'est avec beaucoup d'entrain que je vous retrouve pour cette autre édition du débat sur Camnews 24. Le projet de loi portant révision du code pénal camerounais validé il y a quelques jours par le Parlement continue d'indigner une bonne partie de la société civile, de l'opposition et des internautes qui dénoncent une réforme plus profitable aux riches qu'aux pauvres, lesquels constituent pourtant plus de la moitié de la population camerounaise. Nous en parlerons dans cette édition, tout comme nous analyserons les incidences positives ou négatives que ce document pourrait avoir sur la cohésion sociale dans notre pays. Nous reviendrons aussi sur l'habitat et surtout sur le logement quelques jours après les dernières pluies qui ont ruiné les efforts de certains compatriotes et entraîné la mort dans quelques familles. Pour confabuler autour de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir M. Jean Issi Bessala, qui est militant et cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par ailleurs expert foncier et immobilier, avec qui nous aurons d'ailleurs beaucoup de plaisir à parler du logement social au Cameroun. Bon après-midi, M. Jean Issi Bessala. Merci, chers téléspectateurs. Bonsoir. Avec vous, nous allons aborder notre sujet qui a fait jaser depuis le 30 juin dernier. On se souvient justement qu'à cette date, le Premier ministre, chef du gouvernement, a prescrit lors du conseil de cabinet, je veux dire, l'accélération du volet santé par le renforcement de la politique de maintenance des équipements hospitaliers et par l'exécution rapide des chantiers du volet santé du plan triennal. Avez-vous comme l'impression que depuis l'affaire Monique Koumatekel, que les choses ont quelque peu bougé de ce côté? La fausse affaire Monique, je n'ai jamais cru à cette histoire-là. C'était monté de toutes pièces. Je pousse encore mon cri d'intolérable que une personne civile qui n'a rien à faire dans l'enceinte de l'hôpital s'y trouve et il fait des gestes comme si cette personne avait l'habitude de le faire. Et tout compte fait, cette personne n'avait aucun lien de famille avec le docu. Ça, vraiment, quand on évoque ça, je ne cesserai de pousser des cris d'horreur. Donc ça ne pouvait plus continuer comme ça. Donc, est-ce que les choses ont changé? Quand vous arrivez maintenant à l'hôpital à Kentini, est-ce que vous avez comme l'impression que le plateau technique a quelque peu été relevé? Est-ce que les directives du ministre de la Santé ont été je suis prises en désolé compte? de dire aux téléspectateurs que ces jours-ci, Dieu me garde en bonne santé. Je ne suis pas encore allé là-bas, mais j'ai lu dans la presse que le nouveau directeur de cet hôpital a interdit, a chassé les, je ne sais pas, les badauds qui encombraient l'entrée de l'hôpital. Et j'ai lu qu'il dénonçait que ces démarcheurs étaient en complicité avec certains professionnels de l'hôpital. Donc, il a interdit formellement cela. Donc, vous pensez que les choses commencent à changer de ce côté? Vous aurez en face de vous une personne que vous connaissez déjà, un journaliste bien connu d'ailleurs. À une certaine époque, j'ose croire que les choses n'ont peut-être pas changé. Il travaillait pour le journal, je veux dire, la télévision du Monde. C'est LTM, Jean-Marie Onambélé. Bon après-midi et bienvenue parmi nous. Bon après-midi, bienvenue. Je continue à travailler pour Voilà. LTM, mais en collaborateur. Donc les choses n'ont pas changé. Non. Mais en collaborateur extérieur quand même, il faut... Plus en tant que journaliste. Oui, en tant que journaliste, effectivement. Vous êtes freelance en même temps oui, puisque je peux le dire, à haute voix, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs auto-formations dans ma vie. Donc, de temps en temps, je m'attelle à faire autre chose à côté. Et que ça, que vous savez bien, mon action et mes activités au niveau des organisations de la société civile. Voilà, on sait également que le Premier ministre, je le souligne encore il y a quelques minutes, a prescrit au ministre de la Santé publique l'accélération justement du volet santé dans le cadre du plan triennal, parce que depuis un certain temps on se posait beaucoup de questions, où était-il passé? Il a également parlé de la maintenance des équipements. On sait justement que le ministre de la Santé, il y a quelques mois, était revenu sur un certain nombre de directives qui devraient être mises en place dans les hôpitaux de première, deuxième et troisième catégorie. Est-ce que vous qui êtes journaliste d'investigation, vous avez fait un tour de ce
ce côté, moi j'étais du côté de la garnison où les choses ont véritablement changé. Oui, la garnison a toujours été un exemple, hein, puisque là-bas on est obligé de respecter la discipline militaire, donc il y a une certaine célérité qui est mise en branle de ce côté-là. Seulement, il faut dire, dans les hôpitaux publics aujourd'hui, on ne constate pas un réel changement. Déjà même que à l'époque, les directives du ministre ne faisaient que rappeler ce qui devait se faire à cette époque-là. Donc, il n'y avait véritablement rien de nouveau. Je pense qu'on en avait discuté il y a cela quelques mois ici. Oui. Il n'y avait rien de nouveau là à l'intérieur. Et il faut encore le dire, même le nouveau directeur de l'hôpital à Kentini a démontré lors de sa dernière sortie que malheureusement les choses, malgré les bonnes volontés des uns et des autres, n'ont pas encore changé. Parce que les mêmes rabatteurs qui était qu'on criait dessus à l'époque de tournée il y a 20 ans aujourd'hui, les mêmes rabatteurs se retrouvent toujours là. Il faut faire une certaine campagne pour chasser les soi-disant rabatteurs qui ont pour grande complicité les cadres, je dis bien les cadres très haut placés au niveau de l'hôpital La Kentini. Donc je pense que c'était une opération de communication que le professeur Dior voulait bien faire pour démontrer à souhait qu'il est là, mais il nous a aussi aidé à comprendre que tout ce qu'on décrit depuis existe toujours au sein de l'hôpital La Kentini. Et monsieur le ministre, et je pense en même temps le gouvernement, voulait faire une sorte de diversion pour nous faire passer la pilule très amère du test systématique sur le sida, qui n'est pas au débat aujourd'hui. Parce que j'ai vu la plupart des plateaux depuis que, effectivement, l'ordonnance du Premier ministre l'a inscrit, je pense que c'est le ministre plutôt. Le ministre de la Santé publique. De la Santé publique, on n'a pas... Le dépistage obligatoire. Obligatoire, on n'en parle pas, on n'en débat pas. Et pourtant, je pense que c'est vers là que le débat devrait se focaliser. Mais le Premier ministre et le ministre veulent entrer une diversion en voulant... Est-ce que ce n'est pas une bonne idée? Ce n'est pas une histoire d'idée. Les questions de santé et surtout les questions... Parce que dans le sida, il y a l'aspect psychologique qui est très très important. Le dépistage volontaire ne veut pas dire la publication des résultats. Il y a également le test systématique. Le test systématique, je sais peut-être s'il faut qu'on s'apesantisse là-dessus, mais je vous dis, c'est nulle part au monde on ne l'accepte. On peut l'accepter peut-être pour des citoyens qui viennent dans notre pays, parce qu'il y a une certaine protection qu'on doit faire d'une aire géographique, mais là, à l'intérieur d'un pays, on ne peut pas, en France, on ne peut jamais décider un jour qu'on oblige les gens à faire un test de VIH, sauf si c'est pour une sélection bien particulière ou c'est pour postuler à quelque chose de particulier. Et peut-être si on aura la chance un jour d'avoir plus de temps là-dessus, il y a même des réglementations, il y a des réglementations et des conventions au niveau international qui ne peuvent pas le permettre. Le ministre est revenu à biaiser en disant que non, le systématique ne veut pas dire obligatoire. Et pourtant, quand on parle de systématique, ça veut dire que c'est obligatoire. Et là, au niveau des hôpitaux, ça va poser problème parce qu'il y aura des gens qui vont dire qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse ce test. Et pourtant, là, la loi, en fait, l'arrêté ministériel oblige l'État a pour rôle la protection de ses concitoyens. Si cela passe nécessairement par le dépistage obligatoire, systématique. Non, disons obligatoire. Cela n'est pas une mauvaise chose parce que cela permettrait quand même aux uns et aux autres de connaître que l'état sérologique de tout un chacun. Ça peut être normal, mais excusez une seconde, mais je pense que ça touche à une liberté individuelle fondamentale. Oui, d'accord. S'il vous plaît, moi je suis très étonné que mon vis-à-vis passe tant de temps sur ce qui est d'une évidence. Est-ce que des êtres humains, on peut les empêcher d'aller vers les soins? Moi, je ne comprends pas. Face à une maladie très grave, parce que ce qu'il dit là, je cherche la catégorie des gens, le groupe des gens qu'il défend, je ne vois pas. Donc vous êtes d'accord avec le ministre de la Santé publique? D'ailleurs, en plus, moi je voudrais ajouter, le ministre n'a pas dit aux médecins, dites aux patients qu'on va vous faire. Ouais. Vous allez passer des examens. On prescrit ça, on ne vous dit pas. C'est un point très... C'est comme ça que ça va se passer. Mais c'est encore une entrave à la liberté. Il faut, la liberté de tuer les autres. Parce que quand tu portes cette maladie, tu es sûr, non, tu deviens un danger pour la société. Une menace pour la société. Donc ce n'est pas toujours une mauvaise chose. En réalité, on n'en parle pas sur ce plateau. On en parlera peut-être une autre fois. Madame, monsieur, merci également à vous pour la confiance sans cesse renouvelée. Retrouvons-nous après cette transition pour le débat.
C'est fait le projet de test, je dirais très controversé, pourtant modification du code pénal a finalement été adopté vendredi dernier par le Parlement. En dehors de l'amendement de l'article 127 portant sur les immunités, pas grande chose à se mettre sous la dent. Jean-Marie Onambele, vous avez également suivi ces travaux. Est-ce que cette adoption a été une surprise pour vous? Cette adoption n'a pas été une surprise. Bon, vu peut-être le dernier amendement, mais je dis que là, il y a quand même eu, lors de toute cette semaine, ce que je peux dire, un exemple même de la désinformation et surtout de l'orientation de l'information au Cameroun. Parce que tenez, le 22, l'Assemblée nationale décide effectivement d'adopter ce test. Mais comme aujourd'hui, le Parlement camerounais étant bicaméral, il fallait effectivement que le test passe à la Chambre haute. Le test est introduit le 28 juin au niveau du Sénat. Le Sénat qui, le 29 effectivement, adopte aussi avec un amendement, celui du 127, de l'article 127 portant sur l'immunité des parlements. Mais là, je dis encore, Cameroun Tribune, excusez-moi l'expression, sort une grosse pas d'immunité pour les ministres. Et pourtant, quand on lit l'article et quand on part au fond, on se rend compte qu'effectivement, là, c'est une grosse erreur qui a été faite par déjà cet organe de presse-là qui est censé avoir les plus grands journalistes du Cameroun. Après, je me suis posé la question, est-ce une erreur ou alors c'est quelque chose qui est fait, en fait, évidemment, pour encore divertir les Camerounais. Et soit quand vous allez maintenant faire les enquêtes, vous vous rendez compte que c'est peut-être une erreur, mais peut-être aussi un fait qui a été... Parce que les ministres ont toujours eu l'immunité, depuis la nuit des temps. Moi, je prends l'exemple. Monsieur Siam Sioé, il a fallu qu'il démissionne pour qu'on l'arrête. Le dernier ministre a été interpellé, ça a été une erreur et ça a été corrigé. Parce qu'ils disent souvent aux gens, je ne suis peut-être pas pour le RDPC, mais pour le BIA, pour moi, c'est un exemple de rectitude et de quelqu'un qui... Généralement, ce n'est pas la première fois qu'il le dit, s'il respecte toujours la loi et la réglementation en vigueur. On peut commencer par déjà le code pénal de 67 qui donnait une certaine immunité à ces ministres-là. On continue par l'ordonnance de 72 complétée par un certain arrêté de 74 qui donne une immunité à tout ministre en fonction, pas seulement aux ministres, même aux avocats, ils ont l'immunité de parole. Ils donnent, les magistrats ont une certaine immunité. Il y a plein de postes qui ont des immunités depuis des années au Cameroun. Peut-être ce test-là qui a été introduit, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, tout le monde lit le code pénal et même la Constitution comme une Bible, comme chacun fait. Ça veut dire que vous allez voir les protestants prendre certains articles. En réalité, vous êtes en train de prendre les témoins de Jéhovah. Non, vous êtes en train de prendre des aspects qui ont trait justement à l'interprétation de... Non, c'est pas l'interprétation, même au niveau des mécanismes. Même au niveau des mécanismes, parce qu'il y a les gens... Il y a des... Le temps pour moi de permettre également à M. Jean-Yves Bessala de dire un mot là-dessus. M. Onambele pense une fois de plus que il y a une sorte de double emploi parce qu'en réalité, cela ne valait pas la peine. Les députés jouissent toujours, en fait, au-delà des députés, parce que la loi le leur confère, le député et le président de la République jouissent de l'immunité, mais pas les ministres, telle n'est pas la vie de M. Onambele. Je ne pense pas. Je m'excuse, moi je ne m'attarderai pas sur la teneur des articles. Si j'étais député, oui. Moi, je suis électeur. J'ai voté les candidats de mon parti pour qu'ils deviennent députés et qu'ils aillent discuter la mise en place des lois en mon nom. Donc, je leur ai donné ce mandat. Quand ils votent, si la loi est mauvaise, mais elle ne peut pas être mauvaise pour tout le monde, elle est mauvaise pour certains et bonne pour d'autres. C'est pour cela qu'on dit que la loi est dure, la loi est mauvaise. Mais c'est la loi. Donc, ce qui signifie que à ce stade, si le président de la République publie la loi qui a été votée par l'Assemblée et le Sénat, pour moi, c'est une loi. Point. Maintenant, passer du temps à dire que tel article n'est pas bien dans cette loi, il y a des gens qui sont de l'opposition qui disent que telle loi, tel article n'est pas. Ils ont raison. Simplement, ils doivent donc doubler d'efforts pour séduire, pour expliquer aux futurs électeurs que comme le RDPC dans l'Assemblée, il est majoritaire, il a voté telle loi, à tel article n'est pas bon. À la prochaine, votez pour nous, on va aller modifier. Oui, parce que c'est aussi simple que ça.
Non, je ne fuis pas le débat. Moi, je vous dis que si tes camarades, c'est l'Assemblée nationale, mais moi, je ne suis pas député. En tout cas, il ne faut pas étouffer. On est en train de vouloir... Vous êtes un citoyen, non, je refuse que donc, le code pénal a une influence certaine dans le vécu quotidien des populations. Je refuse qu'on tente de bloquer que celui qui a obtenu le suffrage universel de gérer le pays, il propose les moyens pour gérer le pays comme il pense qu'on lui a donné ce mandat. Maintenant, on veut bloquer. Mais si ce sont des mauvaises lois. Mais vous attendez les élections pour l'enlever. C'est ce que je dis. Dès qu'on commence à dire que telle loi, nous, on ne veut pas, vous ne voulez pas comment? Pourquoi? Jean-Marie Nambélé, M. Jean-Ici Bessala est assez... en fait, est resté égal à lui-même, de manière triviale. Il pense que la loi ou le code pénal qui est actuellement en examen, et il a déjà été examiné et adopté par le Parlement, on attend la promulgation par le chef de l'État, et un code qui est, une fois de plus, extrêmement controversé, dénoncé même. On pense que c'est un document qui a été davantage préparé par les riches contre les pauvres, et il estime justement qu'il est tout à fait normal pour les députés de le faire parce qu'ils ont reçu mandat de la population pour le faire. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, oui, sur le fait, on peut être d'accord avec M. Jean-Ici Bessala, puisque une loi n'est que faite par une majorité qui est représentée par une minorité, c'est-à-dire les GC qui sont au Parlement. Si vous voulez effectivement changer les lois, il faut faire tout pour avoir la majorité au Parlement. Et c'est là où je reviens sur la démarche, parce que la journée du 28 ou 29, pour les Camerounais, c'est là où je parle aussi de désinformation. On nous dit que le président de la République aurait envoyé le projet en deuxième lecture, ce qui est totalement faux. J'ai dit totalement faux. Et c'est là où les gens veulent encore utiliser... En fait, on parle d'un amendement. Non, l'amendement a été fait par certains, l'amendement de l'article 127, qui a été proposé en commission par ceux de l'opposition. Aujourd'hui, les gars de l'opposition, excusez-moi, les députés de l'opposition ont claqué la porte et ont laissé dans la salle... Selon les informations que nous avons, c'est ce que l'amendement en question, l'amendement de l'article 127 est venu du gouvernement. Oui, bien sûr, c'est là je vais vous expliquer, mais pas forcément du président de la République. Parce que le président de la République n'avait aucune raison d'utiliser l'article 30 de la Constitution qui nous permet d'envoyer en deuxième lecture. En même temps, les mêmes informations nous permettent, mon devoir est de clarifier un certain nombre de choses. Je vais le rendre clair. Les mêmes informations nous permettent de comprendre quand même que le président du Sénat, avant le vote avant l'adoption de ce projet de loi, a quand même été reçu par le chef de l'État, et quelques minutes ou quelques heures plus tard, l'amendement est entré. Non, mais le président n'a jamais envoyé ce projet-là en deuxième lecture. Parce que je vais vous donner vraiment que les téléspectateurs soient vraiment calmes à la maison et écoutent. Il y a deux manières pour faire passer une loi à l'Assemblée. Il y a la proposition de loi qui est portée par je vais dire les députés, oui, des parlementaires, et il y a le projet de loi. Et au niveau ce n'est qu'au niveau de la proposition de loi que le président peut envoyer en deuxième lecture, parce que là, peut-être qu'ils se sont en minorité au niveau de l'Assemblée. Mais le RDPC, qui est le parti du président de la République, a la majorité à l'Assemblée nationale. Et de deux, dans les questions de projet de loi, le gouvernement, qui n'est pas forcément le président, peut à toutes les étapes, je dis bien à toutes les étapes, apporter des amendements et intervenir pour changer. Et c'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que vous voyez le nombre de temps. Parce que le président, arrivé le 29, ne pouvait pas là, parce qu'il a reçu et envoyé en deuxième lecture. Ça fait 2 heures, 3 heures. Non. J'ai dit parfois. Et c'est là où, parce que quand on est logique, et qu'on voit une lecture politique, on ne voit pas le président qui a la majorité à l'Assemblée utiliser l'article 30 de la Constitution pour envoyer en deuxième lecture, alors qu'il a la majorité. Il y a certaines personnes au Cameroun, j'en ai à parler ici, qui veulent toujours débattre de tout et mettre tout sur la table, surtout dans le mauvais sens qu'ils veulent. Je dis encore l'expression de divertir, mais là, vraiment, ne mettez pas ça sur le dos du président Paul Biya, parce que ce n'est pas lui qui envoie. En même temps, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est vrai que vous aviez dit tout à l'heure que le fait d'avoir déjà une sorte de pouvoir exécutif par le transfert de compétences quand on est ministre,
donne déjà... Non, ça n'a rien à voir, Thierry, s'il te plaît. En une seconde, s'il te plaît, ça n'a rien à voir. Au niveau des projets de loi qui sont au Parlement, je dis bien le gouvernement, à toutes les étapes, a certains amendements. Je ne parle pas de cela, du gouvernement qui peut introduire. Et c'est ça qui s'est passé parce que le ministre Laurent a suivi les sages et il a changé, il est revenu sur lui-même ce qu'il avait. En réalité, vous avez certainement votre grille de lecture et vos informations, mais toujours est-il que selon les informations que nous avons, le projet vient du gouvernement. Monsieur Laurent est membre du gouvernement, le président de la République est celui qui nomme ce gouvernement-là. Donc toujours est-il que ce sont les mêmes personnes. Monsieur Jean-Yves Bessala, Monsieur Jean-Yves Bessala, quand on regarde ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut croire en l'État qu'on pourrait une fois de plus, au regard des pressions qui viennent de l'extérieur, c'est quand même vrai que vous n'êtes pas pour ces pressions-là, notamment de l'Ordre national des avocats du Cameroun, de la société civile et même de quelques médias, est-ce qu'on peut s'attendre effectivement que quelques dispositions de ce code pénal ou de ce projet de code pénal reviennent en discussion dans le cadre d'une assemblée générale? Ce qui est embêtant dans la formulation de cette question, c'est que si je dis que oui, normalement, tout gouvernement, tout exécutif doit avoir l'oreille pour écouter l'ensemble de la société. Or, ça se passe comme si, ouais, on a gagné, on a forcé, le président a fait ceci. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas des démocrates, ils veulent tout transformer en combat de coq. Si le gouvernement a fait, j'allais dire, une erreur en proposant une loi qui a des aspects qui énervent certains, et je dis d'abord que toute loi ne satisfait pas toute la population. Jamais. Sauf que cette fois-ci, je le dis, ceux qui parlent le plus, ils sont le plus concernés. Si on met des enquêtes en ce qui concerne notamment les loyers, vous allez voir que les mauvais locataires sont de ce côté-là. Donc, ils voient leur action, leur façon d'être sanctionnés par la future loi. Ça se comprend. Parce que demande à l'avocat. L'avocat, tu vas à la justice pour défendre les accusés et les plaignants. Alors, dans ce cas, les avocats défendent qui? Les locataires ou bien les bailleurs? On parlera peut-être de cet aspect tout à l'heure, si vous me permettez. Oui, on va en parler. Vous permettez le temps, moi, d'élaguer totalement la question de l'article 127 relative à l'immunité. Il faut noter justement que cette disposition, selon les informations que nous avons relatives à l'immunité, je le disais encore, des ministres a été modifiée, qu'en déplaise à Jean-Marie Onambélé, à la demande du gouvernement au cours de la plénière d'adoption du 16 par les sénateurs, une disposition qui prévoit justement des peines pour les magistrats ou officiers de police judiciaire en cas de poursuite, d'arrestation ou de procès d'un membre du gouvernement, a été renforcée comme l'avait, ou reformulée comme l'avaient souhaité quelques parlementaires et praticiens du droit pour qui cette disposition, avant amendement, comportait de graves manquements et créait des disparités entre les citoyens. Désormais, donc, la nouvelle formulation est la suivante, est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui poursuit, arrête ou juge quiconque en violation des lois sur les immunités. Avant cette formulation, les membres du gouvernement, mieux les ministres, étaient justement protégés, même comme Jean-Marie Onambélé n'est pas d'accord. Non, moi je suis entièrement d'accord, parce que même la loi le dit. Ici pour être d'accord avec lui. Il t'a invité pour que tu exprimes ton point de vue. Et ton point de vue ne devrait pas être nécessairement... Et je suis vraiment assez grand pour ne pas être défendu par vous, monsieur. Non, je voulais quand même... Tu crois que je te défends? Je voulais... Monsieur Jean... ne pas accepter ce que j'ai dit. Monsieur Jean-Yves Bessala, justement. Monsieur Jaïssi Bessala, il faut noter également que pour l'Ordre national des avocats, à travers la voix de Maître Francis Nyekamga, l'Ordre des avocats, disais-je, a dénoncé avec véhémence ce qu'ils ont appelé le mépris du gouvernement parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Comment peut-on comprendre la démarche du gouvernement qui n'a pas souhaité, dans une logique inclusive, d'impliquer toutes les forces vives? Il n'y a aucun texte qui oblige le gouvernement à consulter les avocats. Même s'il existait, cette consultation ne peut pas être impérative. C'est-à-dire que les avocats n'ont pas pouvoir d'imposer leur point de vue dans le processus de vote des lois. Sinon, l'Assemblée ne vaut plus rien. Les avocats sont
des gens qui parlent à l'oreille de ceux qui décident. Parler à l'oreille de quelqu'un, c'est-à-dire que tu es discret, tu ne viens pas au micro pour dire que moi je veux que ça soit comme ça. On est en train de bafouer la démocratie au Cameroun. Dans ce cas. Pour défendre les droits de la population. Non. Moi je dis que si un avocat veut être là où on fabrique les lois, c'est-à-dire à l'Assemblée, soit il crée un parti politique, soit il achète. On connaît les gens qui ont l'argent, qui ont acheté des partis. Ce sont les leaders d'opinion. Mais le leader d'opinion, moi je suis leader de quoi? Mais alors je dis ce que moi je dis, tu dis que je ne dois pas dire pourquoi. Je dis que les avocats n'ont pas qualité, n'ont pas le pouvoir d'imposer leur point de vue. Ils n'imposent pas, ils souhaitent justement... Mais le souhait n'est pas accepté. Vous faites comment? Quand le souhait n'est pas accepté, vous venez encore... En même temps. Ben, vous attendez donc quand vous serez à l'Assemblée. Alors, on sait également, Jean-Marie Onambélé, qu'on a fait appel à des consultants extérieurs pour rédiger l'avant-projet du code pénal au lieu de réunir les acteurs de la société civile, les praticiens du droit, pour en faire un bon diagnostic. Parce que quand même, on parle du code pénal et les avocats sont au premier chef interpellés, les magistrats également. Il y a les membres de la société civile, les leaders d'opinion tels que M. Jean-Ici Bessala, tels que plusieurs autres forces vives qui n'ont pas été contactées réellement dans la rédaction de ce projet de loi-là. Comment peut-on faire appel à des consultants internationaux alors que le Cameroun regorge des compétences suffisamment intéressantes qui ne coûteraient pratiquement rien du tout. Tantôt c'est 14 milliards, tantôt c'est 90 millions de francs CFA, mais toujours est-il que cela a pris beaucoup d'argent, un argent peut-être qui aurait servi à autre chose. Je pense même que c'est ça qui fait débat. Moi, je n'ai pas envie d'entrer dans la qualité et l'identité de ceux qui sont consultants. Cela ne nous intéresse pas encore le montant. C'est pourquoi on va faire appel aux consultants alors qu'on pouvait interroger, on pouvait rencontrer les praticiens du droit et quelques membres je réponds à votre question. Je dis effectivement que c'est même ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a une sorte de désinformation parce qu'on se rend compte. Et on est bien à l'évidence de voir que malheureusement, les Camerounais, même praticiens professionnels, des lois ne maîtrisaient pas assez bien tous les anciens codes et les dispositions qui régissaient je voulais dire, la vie publique au Cameroun. C'est même là où le débat aussi est assez haut. Mais c'est là aussi le gouvernement fait l'erreur parce que le gouvernement aurait consulté ceux qui sont là. En parlant spécifiquement des avocats, le ministre s'est défendu en disant qu'à une époque, l'ancien ministre aurait envoyé en 2011 une lettre à l'ancien bâtonnier et le nouveau bâtonnier n'aurait pas vu ou alors fait la continuité administrative pour suivre cette ancienne lettre-là. Le nouveau bâtonnier est sorti et a dit qu'effectivement, la difficulté, c'est que je voulais dire quoi, le contrôle ou alors les propositions qu'ils avaient faites lorsqu'on les a approchés. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'est pas ça ils ne se retrouvent pas dans le nouveau code pénal. C'est pour cela qu'effectivement, ils demandaient à déjà dire que le gouvernement ne doit pas dire qu'il les a consultés de deux, s'il y avait moyen qu'une concertation puisse être faite avec aussi les organisations de la société civile pour qu'on voie, peut-être on va entrer en détail, parce qu'il y a beaucoup de dispositions qui sont dans ce nouveau code pénal-là qui vont poser énormément de problèmes sur le terrain, parce que malheureusement, ne reflétant pas la réalité de notre vie quotidienne. Voilà, vous parlez justement de ces dispositions, et je vais prendre un article qui indigne le plus au sein du corps social. Il s'agit justement de l'article relatif à la filouterie d'hôtel, de loyer je veux dire. Cet article prévoit notamment des peines allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement en cas de non-paiement de loyer. Monsieur Jean-Ici Bessa, est-ce qu'une telle mesure est justifiée? Je le répète, même si on passe la nuit ici, je dirais la même chose. L'Assemblée nationale et le Sénat qui ont voté ces lois sont majoritairement de mon parti. Il ne me viendrait pas de venir au micro avant que la loi soit promulguée pour commencer à les critiquer. Ça ne sert à rien. Je voudrais vous dire que, quand on dit que tu fais telle chose, on peut te porter plainte parce que tu as fait ça. Mais on ne dit pas que automatiquement, on va te porter plainte. La plainte, j'allais dire les mesures prévues, sont là aussi pour décourager ceux qui sont des mauvais payeurs. Ils savent que si je ne paye pas, on risque de m'amener au pénal. Dans ce cas, même s'il est de quelle profession,
même agrégé de droit, tu vas avoir peur. Et il faut aussi mélanger la compréhension avec le principe qui dit que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Donc si quelqu'un a déjà passé 2 mois, il ne paye pas, pour des raisons valables, mais il est obligé, comme d'habitude, aller voir le bailleur pour lui expliquer. Ils vont s'entendre. La loi n'interdit pas ça. La loi donne une possibilité en l'arrière-plan que vraiment si tu ne payes pas, tu peux aller en prison. Mais la peur fait marcher les choses. Donc, c'est cette peur-là, moi, je trouve qu'il faut la garder. Si tu n'as pas, vraiment tu as des problèmes, tu vas voir le bailleur, tu lui expliques. Je ne vois pas un bailleur qui est inhumain, qui ne comprend pas. Mais lorsque tu dis que toi, tu connais, tu ne payes pas, en ce moment-là, c'est mauvais. C'est ça que je dis que, ceux qui sont contre cette loi que je n'ai même pas encore lue, moi, j'entends seulement comme les journalistes parlent comme ça. Moi, je pense aux maçons, aux menuisiers, aux commerçants qui se sont saignés. Ils ont sué pour construire même une case en Calabote, à Newbel, je ne sais pas où, à Bepanda, pour vivre de ça et louer. Maintenant que tu viens, tu dis que je ne veux pas payer. Vous comptez combien de menuisiers avec des baraques en location? Plein. Vous croyez que Bepanda, c'est des hauts fonctionnaires qui ont fabriqué? Vous croyez que Newbel, je peux citer tous les sous. Non, je voudrais dire que... Ce n'est pas une loi des riches, de ces barons qui construisent des maisons pas simplement. Parfois les deniers publics pour construire des grandes bâtisses et les mettre en location. Je vous dis que si on compte les logements qui existent dans la ville de Douala, tu vas voir que les propriétaires... Oui, ils sont très nombreux. Ok, évoluons. On sait également que Maître Francis Nyekamga a souligné dans une interview accordée dans un panafricain, il a souligné un certain nombre de choses, je vais le citer si vous le permettez. Il souligne que nous considérons qu'en reprimant sur le plan pénal le non-paiement des loyers, le Cameroun méconnaît ainsi ses propres engagements internationaux. Notre pays, dit-il, a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui indique pourtant que nul ne peut être emprisonné en raison des dettes contractuelles. Le non-paiement des loyers découle en réalité d'une obligation contractuelle, d'un manquement, et nous pensons que cela ne peut faire l'objet d'une répression pénale sur le plan des principes. Jean-Marie Nambélé. Et là, je pense qu'il y avait des dispositions antérieures qui permettaient déjà, de manière gré à gré, de trouver des arrondissements, des compromis ou avoir réparation. Moi, je vais être clair. Je pense que derrière cette loi, quand même, et surtout ces dispositions, il y a le lobby. Il y a le lobby, au-delà de la perfidie même, il y a le lobby des grands, il faut bien le dire, le lobby des grands propriétaires d'immeubles qui, depuis... Un avis qu'on ne partage pas, M. Bessala. Moi, c'est mon opinion, j'ai même aussi ma perception des choses. J'ai l'impression qu'il y aurait derrière ça le lobby des grands, et je dis bien des grands propriétaires de ces immeubles qu'on voit pousser partout, qui sont pourtant parfois financés à un grand pourcentage par l'argent des contribuables. Et il y a des gens qui ont bénéficié d'un certain crédit que je ne vais pas énoncer, c'est qui est même mieux connu par monsieur. En tout cas, on parlera du crédit foncier tout à l'heure. Qui malheureusement, dès qu'ils ont fini de mettre les immeubles, mettent déjà le loyer cher, et de deux, parfois, prouve qu'il y a des Camerounais en face qui malheureusement n'ont pas assez. Parce qu'il faut dire, le SMIC au Cameroun est de combien? 30, n'atteint même pas 40 000 francs. Et aujourd'hui, vous voyez des maisons qui sont à 60 000. Donc après 2 mois seulement, le temps même qu'un gars ait pour chercher à avoir de l'argent pour payer. Parfois même sans salaire. Oui, on peut le dire. Mais je pense que là, c'est une disposition. Si on prend le thème de ce jour vraiment qui va entamer la cohésion sociale, parce que je pense que depuis, on avait déjà le civil qui avait apporté des solutions à cela, et
aller emprisonner quelqu'un de 6 mois parce qu'il n'a pas payé 2 mois de loyer. Peut-être que son patron aussi a déjà fait 3 mois. Peut-être qu'il faut aussi qu'on ajoute dans ces dispositions-là que, bon, si la personne, son patron aussi a fait 6 mois sans les payer, qu'on aille peut-être voir... mais ça sera encore plus compliqué, parce qu'en même temps, vous permettez, monsieur il ne faut pas qu'on soit à protéger seulement les riches propriétaires d'immeubles. Il faut aussi qu'on pense aux petits citoyens qui est au quartier, qui n'a pas de l'argent, qui n'a pas d'argent. On s'est compris à ce niveau, parce que si on ajoute des patrons, il faudrait également ajouter les prestataires qui n'ont pas payé les patrons. Par exemple. Et les patrons n'ont pas payé les employés. La chaîne est très longue. Oui, monsieur Jean-Ici Bessala. Je pense que je serais tout à fait d'accord avec lui que lui c'est lui, moi c'est moi. Je ne peux absolument pas accepter ce qu'il dit là. Vous abordez l'aspect. Lorsque les immeubles poussent dans nos pays, est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça veut dire que le Cameroun réussit à attirer les investisseurs. Il est normal. Entre autres, il ne faut pas se cacher. Il faut protéger ces investissements. C'est lourd. Ce n'est pas, on ne peut pas avoir, on ne doit pas avoir peur de les protéger. Parce que pour construire ces immeubles, on embauche les maçons, les vitriers, les ouvriers, on achète le ciment, on achète beaucoup de choses, on fait tourner l'économie. Oui. Est-ce que c'est mauvais de faire tourner l'économie? Non. Tous les pays attirent les investisseurs par des mesures attrayantes qui protègent leurs investissements. Mais par contre aussi, ce qui est vrai absolument, je l'ai dit tantôt, si la loi dit que tu passes 2 mois, tu ne payes pas, on peut te mettre en prison, ce n'est pas qu'on va. Ce n'est pas systématique. Non. Oui. Ça veut dire que le bailleur va te dire, mais dis donc, moi, ça fait 2 mois, c'est comment? En fait, c'est comme une épée de Damoclès qui plane désormais sur la tête des mauvais payeurs. Oui, tu es obligé de ne plus faire le hop et tu dis pardon vraiment. Voilà, je reste avec vous, hein, monsieur Jean-Ici Bessala. Tout le monde sait, c'est devenu une ritournelle chez vous, une chansonnette même au sein du RDPC. Le président Biya, le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dit lutter au quotidien contre la pauvreté. Vous le dites dans vos meetings, vous le dites même sur les plateaux de télévision. Est-ce que dans cette logique, il était idoine de prévoir des sanctions dont la conséquence est nécessairement l'incarcération pour un manque comme celui-là, ou pour un manquement comme celui-là? Poser la question, je vous dis que moi aujourd'hui, je ne peux pas répondre. Ce sont les gens que nous avons envoyés à l'Assemblée nationale et au Sénat qui nous représentent, qui votent des lois, à nous non. Est-ce que bonne ou mauvaise? Bonne ou mauvaise, c'est la loi quand c'est voté et que quand c'est. Est-ce que c'était idoine? Est-ce que c'était l'idéal de l'envoyer au pénal? La question va se poser au moment de faire la campagne électorale pour élire d'autres députés. Que ceux qui trouvent que cette loi n'est pas bien dans certains aspects, mais ils doivent donc faire des propositions aux électeurs que nous, si on est élu, on va dire que quelqu'un peut rester même 10 ans chez toi. Monsieur Jean-Ici Bessala, vous êtes suffisamment assez intelligent pour comprendre que en l'état actuel au Cameroun, avec les élections qu'on dit parfois biaisées, les urnes bourrées, truquées, il est difficile de battre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Sauf sur un point. Comment c'est ce qu'on dit, hein, ce n'est pas ce que je dis. Non, je m'en fous. Je réponds donc à ton on dit. Sauf que au Sénat, il y a des sénateurs de l'opposition. Là où ils n'avaient même pas de grands électeurs. Je peux citer des endroits. À l'époque, j'étais conseiller municipal. Moi, j'ai voté en faveur des sénateurs. Mais comment le RDPC ayant une majorité obèse, comme si c'est interdit par la loi, qui a pu voter? Quel conseiller a pu voter les sénateurs de l'opposition à des endroits où ces partis n'avaient même pas un seul conseiller? C'est pour dire que la caricature que vous faites, moi je suis sûr que ce n'est pas de bon ton. La démocratie veut qu'on accepte ce qui est prévu par la loi. On a dit, si un parti a une majorité à l'Assemblée, et que si ce parti a le président ne peut prendre des décisions que si la majorité à l'Assemblée vote. Vous aimez tout le temps dire que il y avait manqué 3 voix, 4 voix. Non, il faut quand même que les pays africains, notamment le Cameroun, oui, donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est ce que nous disions. Ces gens ici, mais ça là est dans l'idéal. Vraiment, c'est l'idéal. Mais moi, ça m'étonne. Mais vous êtes dans le chaos. Non, ah oui, non, moi l'idéal, vous le chaos. Disons donc, tout à l'heure, là, quand on parlait de SIDA, il fallait, on était tous d'accord, vous étiez d'accord, en fait, qu'il faut protéger le citoyen.
Maintenant, quand on parle de logement, là, vous ne pensez pas que le citoyen doit aussi être mais protégé? je pense que non, oui. non, non, le Cameroun, le maçon qui a construit sa maison en carbone, il n'est pas citoyen, monsieur. Ils sont pas nombreux, ils sont pas nombreux. On sait bien que ce sont les grands lobbies. Ce sont les grands lobbies qui cherchent ceux-là qui sont en train de faire des immeubles. Dans les zones G, lancez-vous jeunes pour compter les maisons qui sont à Bepanda, à Newbel, comment on appelle ça, à Nilon. Tu vas voir que rien que ces trois quartiers dépassent tous les grands immeubles que tu vois. Ça appartient au petit peuple qui a construit. Mais seulement, Thierry, si vous permettez, un préalable qui a été bien défini. Parce qu'on sait bien que le loyer, la location informelle qu'on fait dans les quartiers, il n'est pas la plupart du temps enregistré. Oui, mais il faut enregistrer les bails désormais, faire des contrats. Qui a insisté dessus qu'on parle bien là des bails enregistrés. Et quand on parle de bails enregistrés, là, je ne sais pas si à Nilon, si à Bepanda ou à Bonaberi. C'est vraiment une manière pour l'État d'amener les propriétaires de ces biens-là, aller vers l'État pour employer davantage de caisses. Je vais vous raconter une histoire qui y a plus de 10 ans. J'avais été contacté par un consultant envoyé par la Banque mondiale il y a plus de 10 ans. On faisait l'étude pour que les impôts fonctionnent au Cameroun. Alors là, tu es en train de dire que ça ne doit pas fonctionner. Non, même si tu as une baraque, tu as construit, tu touches l'argent, tu dois payer l'impôt, monsieur. D'accord. Jean-Marie Nambélé, on va sortir par là. Hein. C'est vrai que vous êtes d'accord avec plusieurs autres Camerounais, avec les avocats et plusieurs autres Camerounais qui pensent que le dispositif pénal actuel n'a pas été mis en place pour encourager les pauvres. Bien au contraire, c'est pour les sanctionner au détriment des riches. Et on a même empiété sur la culture camerounaise. Non, c'est vous qui dites. Hein. Il faut aussi dire mes réserves. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. On a importé plein de choses de l'extérieur. On a presque dépénalisé l'homosexualité. Parce que je vous promets, on n'a pas. Vous dites presque c'est la théorie du verre à moitié plein, à moitié vide, effectivement, parce que certaines personnes pourraient utiliser la partie vide pour plus ou moins s'en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, si la question de l'adultère, la question de l'homosexualité, s'il y avait eu une véritable concertation, si on avait posé des questions à ceux-là des Camerounais qui vivent sur le terrain, je ne suis pas sûr que beaucoup de dispositions auraient passé. Maintenant, M. Aïssi Bessala nous informe que malheureusement, il faudrait que ça tombe sur nous comme le marteau. Oui, c'est lié à la loi. Moi, je n'ai pas utilisé le terme marteau depuis que je parle là. J'ai dit que non, c'était... C'est pour ça que j'ai dit qu'il est dans le chaos. Il a bien de vous paraphraser. Non, pas paraphraser. Une chose est sûre, M. Jean-Ici Bessala reste convaincu que c'est une très bonne disposition parce que... Pas très bonne, j'ai dit que c'est une disposition légale, point. Elle est légale et bonne en même temps parce qu'elle est légale. Si vous refusez la légalité, c'est-à-dire vous cherchez le chaos. En même temps, pour vous, cette disposition va permettre également à l'État de renflouer ses caisses à travers Entre autres, je dis que si elle n'est pas bonne aux prochaines élections, que vous fassiez campagne pour votre... Je connais ton parti, pour qui le parti a déjà mis 25 ans, même pas en conseil. Il faut les dire de changer leur expression publique pour avoir des élus. Bon, on reste convaincu. Je souhaitais faire un rappel. Je ne me suis jamais encarté à un parti politique. C'est compris. Vous jamais. Avez cette information. Tu es mon fils, je ne veux pas te dire. Je peux le dire. Dans le cadre. Mais il y a des gens qui sont en train de rire au quartier. Dans mon cadre de mon développement intellectuel, j'ai eu la chance. Vous êtes approché du J'ai eu la chance. Non, j'ai eu la chance de faire ce qu'on appelle les écoles de cadre. Et le Manidem en a fait. Attends, moi je n'ai cité aucun nom. L'école de cadre, forcément, ne veut pas dire. La précision valait la peine. Il faut vraiment que les. Toujours est-il pour rester. sur. Je m'excuse d'avoir poussé Onambélé pour qu'il clarifie cette position. En réalité, ce n'est pas le plus important. Jean-Marie Nambélé, on est en train de sortir justement de ce sujet qui était très important. C'est tout à fait normal. Hein. La fiduciaire de loyer doit être sanctionnée parce qu'il y a des gens qui ont souffert pour construire ces maisons. Tout le monde n'est pas un détourneur de deniers publics. Il y a des Camerounais quand même qui ont souffert, j'en connais, pour construire leur maison et qui, du jour au lendemain, se retrouvent parfois délestés de ce bail qui
peut parfois les aider à mais payer leurs enfants une meurent parce facture qu'ils n'ont pas d'argent. d'électricité, à envoyer aussi les enfants à l'école. C'est vrai qu'à côté, il y a également ces barons qu'on retrouve au gouvernement, dans les ministères et même parfois à l'Assemblée nationale, qui votent des lois qui viennent justement dans cette logique-là, construire des maisons avec l'argent détourné et qui demandent justement à ce que ces bails-là soient, en fait, que ces dispositions soient pénales pour mettre une sorte d'épée de Damoclès sur la tête de ces pauvres Camerounais, parfois incapables de payer le loyer, peut-être parfois parce que l'employeur n'a pas payé, peut-être parce que le prestataire ou le gouvernement, qui est un très mauvais payeur, n'a pas payé l'employeur. Il va expliquer ça aux bailleurs, ils vont s'entendre. Le problème est très plus grave que ça, il faudrait justement. Mais peut-être une concertation généralisée aurait permis d'élaguer tous ces problèmes. Tel n'a pas été le cas. Le gouvernement a choisi de passer en force. Il est passé avec sa majorité obèse à l'Assemblée nationale, 149 députés sur 180. Démocratiquement élu. Faire le ratio, c'est énorme. Hein? 31 députés pour l'opposition. Monsieur Jaïssi, on va parler d'un sujet qui vous concerne de manière particulière, les logements sociaux et l'habitat. On sait justement que au Cameroun, le problème se pose avec beaucoup d'acuité. La croissance démographique dans des villes est extrêmement importante dans notre pays. Les populations des grandes métropoles augmentent à une vitesse exponentielle, majoritairement pauvres. Ces populations arrivées en ville et à la recherche d'un mieux-être vont parfois construire de manière anarchique sous le regard indifférent de l'État. Ce manquement, justement, ou ce manque de vigilance de la part de l'État a fini par légitimer, je dirais, le non-respect des prescriptions et des normes régissant la ville en matière d'habitat et de circulation des biens et des hommes. Pour rattraper justement ce retard, l'État camerounais a entrepris de déguerpir les habitants des quartiers spontanés et des zones à risque. On estime aujourd'hui à plus de 5000 familles touchées par ces déguerpissements. Aussi, suite aux nombreuses démolitions des quartiers, les besoins en logement ont augmenté pendant que l'offre est restée réduite. En matière de logement, justement, on estime qu'environ 70 personnes ou 70% de la population, je veux dire, urbaine vit dans des quartiers sous-structurés et lotis de manière anarchique. On estime à 600 000 unités le déficit actuel en logement et à environ 80 000 pour la seule ville de Yaoundé. Monsieur Jean-Yves Bessala, voilà l'état des lieux de l'habitat, du logement au Cameroun. Est-ce que vous, qui êtes un expert foncier immobilier, vous croyez que les Camerounais sont bien lotis? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui est fait justement pour leur permettre de bien se loger? Beaucoup de choses. Lesquelles? J'ai un texte ici depuis 1981. Oui. Le président Aïdjo avait créé la maïture. Auparavant, il avait créé le crédit foncier. Auparavant, il y a la SIC. Il y a 3 sociétés qui avaient été créées pour régler ce problème. Mais la demande est venue brusquement et fortement. Il n'y a pas eu de moyens. La crise économique des années 85-86 l'a stoppé. La maïture avait pour mission d'encercler la ville de Douala avec des lotissements sociaux. Et les lotissements, comme d'ailleurs les logements sociaux, on ne dit pas ça seulement comme ça. C'est un texte qui dit que tel lot, on peut commencer par là, qui est fabriqué comme ci, comme ça, avec tel moyen, c'est un lot social. Et ce lot social, c'est tel catégorie, quel type de citoyen qui doit y habiter, qui doit acheter à tel prix et construire. Le crédit foncier, j'en ai été membre pendant près de 25 ans, j'étais inspecteur à Douala. Nous faisions des études pour accorder des prêts aux gens. Nous avions 2 textes signés par 2 premiers ministres. Le premier texte qui a été modifié, c'est signé par le premier ministre Paul Biya, qui définissait qu'est-ce qu'on appelle logement social et qui a droit à ça, en ce qui concerne les prêts. De même, le deuxième premier ministre est venu modifier, mais pour élargir un peu, mais ça allait dans le bon sens. Donc je voudrais dire que l'État du Cameroun
a pris le taureau par les cornes depuis les années 80. Mais évidemment, on peut voir que les moyens qui ont été mis en place n'ont pas produit de bons fruits. Mais néanmoins, il est prévu que l'abord, un lot qui est aménagé par la mairie doit être comme ceci, comme cela, et doit bénéficier à tel genre de citoyens. Parce que ce lotissement est fait avec l'argent public. Voilà. Donc, juste une précision, je le souligne encore tout à l'heure, pour permettre donc aux Camerounais de bien se loger, le gouvernement a entrepris la construction de 10 000 logements et l'aménagement de 50 000 parcelles constructibles. Sur le site de Yaoundé, par exemple, il y a pratiquement 500 logements construits par les PME et en Bangampongo. Donc à Douala, il y a 1175 logements. Il faut également signaler que le Premier ministre, le chef du gouvernement, a créé une commission d'attribution de ces premiers logements. Et dans ces premiers logements construits par les PME camerounaises, il y a 120 logements témoins et 60 logements n'ont pas été réservés, mais plutôt acquis par le secrétaire général de la présidence de la République pour ses services, donc la direction de la sécurité présidentielle. La cérémonie d'ailleurs de remise des clés de ces logements a eu lieu le 16 juin dernier en présence du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Mbouenchou. Si mes informations sont exactes, voilà. Jean-Marie Nambélé, vous avez également suivi cette actualité. Quelle appréciation faites-vous de cet achat? Parce qu'il ne s'agit pas d'une attribution. Oui, moi j'ai d'abord un problème. Parce que depuis la nuit des temps même, et l'État, je pense que dans sa volonté, n'a pas su faire la différence entre un logement administratif et un logement social. Peut-être monsieur Jean-Michel Bissala pourra nous éclairer tout à l'heure. Nous éclairer là-dessus, parce que j'ai plutôt l'impression que l'État cherche où loger ses cadres et ses fonctionnaires qui malheureusement ne sont pas majoritaires au Cameroun. Parce que la vraie masse qui a besoin de logement, c'est le Camerounais lambda qui travaille dans une petite entreprise et qui vient de se déplacer, arriver à Douala en vie de qui gagne parfois moins de 100 000 francs. Je n'entre même pas déjà dans le prix. Je vais d'abord, parce que la plupart des logements qu'on nous présente depuis, c'est le logement administratif. Vous voyez le dernier en date à Yaoundé, c'est la DSP, je vous l'ai dit, la présidente de la République qui prend les logements. Est-ce qu'un gars de la présidente de la République est forcément un indigent? Est-ce qu'un gars de la République est forcément classé dans la couche des défavorisés au Cameroun? Mais c'est à eux qu'on a attribué plus de la moitié. On n'a pas attribué, ils ont acheté. Bon, mais quand je dis acheter, moi je dis attribuer, puisque ça sera attribué à... L'usage qu'ils en feront ne nous concerne pas beaucoup. Je prends notre exemple. Quand la Maïtu prend vraiment la bonne initiative d'aller lotir Bonhomme Sadi, vous savez qui étaient les premiers clients là-bas? On connaît bien des fonctionnaires et quelques barènes. Et pas n'importe quel fonctionnaire, c'était nos amis douaniers de l'époque qui n'étaient pas n'importe qui, n'étaient pas des citoyens lambda à l'époque. Et il faut même voir aujourd'hui, est-ce qu'on s'est assuré que ceux qui ont eu de manière gratuite, je peux le dire comme ça, on leur a facilité l'achat des lotissements là-bas. Il y a aussi parmi eux qui ont finalement, après avoir présenté un plan, mis des immeubles où ils sont en train de relouer ça aux Camerounais. Donc voilà donc un lotissement au départ qui devait être normalement social, mais qui se retrouve totalement commercial et économique au bénéfice d'une seule personne et d'un individu personnel qui aurait, je mets encore conditionnel, de bénéficier de certaines facilités pour c'est compris. Vous avez parlé d'un aspect qui m'intéresse particulièrement. Vous avez parlé d'un aspect qui m'intéresse particulièrement. Vous avez parlé du social. Justement, quand on parle de logement, ces derniers temps, cela accourt au ministère de l'Habitat. Et on parle beaucoup de logements sociaux. J'en parlais encore tout à l'heure. Il y a 120 logements témoins qui ont déjà été livrés. 60 ont été acquis par la présidence de la République, notamment la direction de la sécurité présidentielle. Monsieur Jean-Ici Bissala, oui, de manière claire, qu'entend-on par logement social? Je veux commencer par le sol. J'ai ici le décret numéro 81/185 du 4 mai 1981 réglementant les conditions de réalisation de lotissements sociaux par la mission d'aménagement
d'équipement des terrains urbains et ruraux. Et l'article 1er dit que est social tout lotissement approuvé par arrêté du Premier ministre et comprenant des zones destinées à la construction de logements sociaux et des zones réservées aux équipements collectifs de toute nature qui leur sont nécessaires. Première constatation, l'endroit dont vous parlez là, ce n'est pas la Maïtur qui a loti. Tout le monde sait que ce n'est pas la Maïtur. Donc, ce n'est plus dans le champ de l'application de ce logement social. Et en plus, donc, si je vous lis, malheureusement, je donc n'ai vous pas voulez là. dire qu'il y a trompé sur la marchandise? Non, 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 on continue à parler de logements sociaux. Non. Je voudrais dire... Des logements qui sortent quand même de cet article que vous venez de lire. Je veux expliquer parce que c'est que mon embellé vient de dire de Bonamou Sadi. À Bonamou Sadi, il y a des lots sociaux, des lots standing. Le Cameroun, le gouvernement camerounais, même si le gouvernement de son parti vient demain, il ne peut pas offrir la possibilité que aux très pauvres, pas aux moyens. Donc, à Bonamou Sadi, je le dis bien, il y a des lots sociaux et des lots standing. Là, on appelle Denver, là, on appelle, je ne sais plus quoi. C'est des lots qui étaient réservés à ceux qui ont un peu plus d'argent. Alors, mais on ne peut pas, on ne peut pas bâtir un pays pour dire que quand tu as l'argent, tu n'es pas... Et les logements sociaux, d'accord. Monsieur Onambele, vous permettez, monsieur Jean Ici Bessa, justement, je vous envoie, je reviens à vous, toujours avec la même préoccupation de Jean-Marie Onambele. Quand la présidence de la République se permet d'acquérir 60 logements sur les 120 témoins qui avaient déjà été mis à la disposition à des coûts extrêmement importants, il faut souligner justement que ces immeubles, ces logements varient entre 17 et pratiquement 23 millions de francs CFA. La présidence de la République en a acquis 60. Est-ce que un emploi de la présidence de la République est nécessairement dans la couche sociale la plus vulnérable pour bénéficier d'un logement social, étant entendu justement, selon le ministère en charge du développement urbain et de l'habitat, que le logement social est un ensemble d'opérations consistant à produire au bénéfice des couches démunies un lot et ou un logement achevé ou non, dont une partie du coût est à la charge de l'État. Je peux te répondre. J'ai dit tout à l'heure que le terme social commence par des lots. Les lots qui ont été, le lotissement qui a été fait, où la présence a acheté, n'a pas été fait par la Maïtur. C'est la Maïtur qui est habilitée à faire des lotissements sociaux. Donc c'est sur des lotissements sociaux qu'on construit des logements sociaux. Et ces logements sociaux, je vais terminer pour que, comme vous aimez tout le temps... Allez-y, on ne vous coupe pas. Le logement, pour qu'il soit caractérisé social, doit avoir des caractéristiques de production. Quel type de matériaux on a utilisé? Quel coût du coût du mètre carré bâti? C'est ça aussi qu'on dit que c'est... Dès qu'on met des carreaux, des plafonds, des placards muraux, ce n'est plus un logement social. Malheureusement, selon ce qu'on a vu à Olembe, ce ne sont pas des logements sociaux? Non. Donc il s'agit de la fausse publicité ou de la mauvaise publicité? Non, je ne dis pas fausse publicité. C'est la mais il parle de logements sociaux. On est en train de nous poser pour comprendre. Il faut que j'utilise vos termes. Je dis que là où on a construit ces logements dits sociaux, donc vous dites, ce n'est pas la Maïtur qui a fait. Donc, on s'est compris. On ne peut pas venir construire le logement social dans un lotissement où je ne sais pas qui a fait. Et qui a fait ça avec des coûts énormes. Dans le site, justement, au moment de la préparation de cette émission, nous sommes tombés sur toutes ces informations qu'on est en train de donner là. Et c'est le ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui en parle. Il parle bien de logements sociaux. Et il parle de ces surfaces aménageables. Ils ont parlé de 50 000 parcelles constructibles. Qui seront aménagées. Ce n'est pas encore, non. Non, c'est en train d'être aménagé. Aménagé, justement. C'est autour de ces immeubles dont vous parlez qu'on va
faire un lotissement social et on va... Et les 10 000 logements en Mbanga-Pongo et à Olimbe ne sont pas des logements sociaux pour vous? Qui a fait le lotissement de Mbanga-Pongo? Là n'est pas... Il y a la SAD qui a fait... La SAD ne fait pas nécessairement... Pourquoi parler donc de logements sociaux dans ce cas? Non, écoutez, moi je ne sais pas. Vous m'avez appelé pour que je participe à l'explication de ce que je connais. Mais je ne suis pas là pour contredire X ou Y, surtout pas les ministres, monsieur. Voilà, c'est compris. Monsieur Jean-Marie Nambélé, je reviens à vous. Le temps pour moi de préciser, quelque part, c'est vrai que monsieur Jean-Ici Béchala, fort de son expertise, est en train de se deviner quelque part. On le comprend, il a dû dépêcher en même temps. Voilà. Malheureusement, pas comme tu veux. Bon, hélas, c'est ça la liberté d'expression. D'accord. C'est compris. On a également appris au cours de cette cérémonie de remise des 60 logements sociaux, il faut le préciser, à la DSP, que les Camerounais vivant à l'étranger et les jeunes des jeunes travailleurs bénéficiant d'un emploi stable en seront les principaux bénéficiaires, à condition de soumettre à la Société immobilière du Cameroun, la SIC, un dossier comportant entre autres une demande d'achat sur imprimé adressé à cette entreprise, une photocopie de la CNI et 3 bulletins de salaire. Pendant ce temps, c'est un compatriote. Tu vois, au moment où on remettait ses clés, M. Jean-Marie Nambélé, c'est un compatriote payait le lourd tribut des dernières pluies qui ont entraîné la mort dans quelques familles. Est-ce que ces logements-là ne devraient pas être prioritairement réservés à ce type de personnes? Si tant il est que c'est des logements sociaux. D'accord, et je pense même que M. Aïssi Bessala, dans sa non-réponse, a corroboré effectivement à ce fait-là. Et je suis en train de... Non-réponse, sur quel point? Effectivement, sur le... En tout cas, c'est non, je vous dis que les logements sociaux doivent être construits sur un terrain, sur des lots de terrain faits par la maîtrise. Alors, comme ça n'a pas été le cas. Mais non, ce n'est pas des terrains. Et ça dénote tout à l'heure. On parlait du code pénal qui était conçu. Je parlais d'un lobby de propriétaires. Maintenant, tu reviens en arrière. Je fais un pas en arrière et je remonte parce qu'effectivement, là, on se voit qu'il y a une grosse mafia qui est faite par un certain lobby de propriétaires de terrain. Ceux-là qui profitent effectivement de la bonne volonté du président de la République de loger la plupart des indigents. Mais comme certains sont là au niveau du pouvoir et ont un certain pouvoir, ils prennent toujours toutes les bonnes volontés et bonnes initiatives du président de la République au niveau de l'implémentation sur le terrain pour les contourner et les détourner. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup sont effectivement dans le RDPC pour plus ou moins savoir quels sont les... On ne parle pas du RDPC. Non, tu permets que vous allez réagir. Excusez-moi, que je réponde. Je disais donc aujourd'hui, on se rend donc compte qu'il y a des structures qui sont chargées de faire des lotissements. Et ils mettent bien là en grande pompe logements sociaux. Tout le monde est d'accord que ce sont des logements sociaux. Et même l'État, et même l'État au niveau de sa définition. Clients, il faut encore les voir au niveau de la présidence de la République quelles sont les acquaintances que cette entreprise privée-là, que moi je ne veux pas citer ici, là, aurait avec ceux-là de la présidence de la République. Et c'est tout ce monde-là bien fourni qui savent pourquoi ils doivent donc protéger pour revenir effectivement en arrière, protéger leur bail, parce qu'ils ont déjà pris les terres. C'est compris à ce niveau. C'est eux qui vont construire partout. Ça ne sera jamais au profit du démuni, du défavorisé. Voilà. Du Camerounais. Je reviens justement sur la définition prise dans le site du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Ils disent bien que le logement social est un ensemble d'opérations consistant à produire au bénéfice des couches démunies un lot et ou un logement achevé ou non, dont une partie du coût est à la charge de l'État. En l'état actuel de ces logements sociaux, l'État n'a supporté aucune charge parce qu'on dit justement que ces logements sociaux seront payés au comptant où il faudrait avoir des garanties nécessaires pour pouvoir le faire. Je pose ma question comme telle. Ne trouvez-vous justement pas, M. Jean-Ici Bessala, que les modalités d'accès à ces logements que l'on trouve notamment sur le site, je le disais encore, du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, ont plutôt privilégié le volet d'achat et négligé celui de la location-vente, surtout qu'il faut en un trait débourser 20 ou 17 millions au moins en ce qui concerne justement ces logements sociaux, ce qui n'est pas
au premier abord, hein, n'est pas à la portée de tous les Camerounais. J'aurais ajouté quelque chose, et que le site en question, on est en train de construire des routes, on est en train d'amener l'eau, on est en train d'amener l'électricité. Il y a l'eau, Internet, l'électricité. C'est au coût, c'est l'État qui amène. Oui. Vous comprenez? Mais les gens qui achètent, ils vont bénéficier de cela. Je retourne en arrière comme Nambela dit. Quand vous voyez Bonamoussa dit, il y avait une entreprise privée qui fabriquait des maisons. Il y avait une usine qui fabriquait des pans entiers à l'usine, des murs, des machins. Il les amenait. Tous ces logements-là, c'était des logements sociaux. Maintenant, là, on appelle Denver ou je ne sais plus quoi. C'est des gens eux-mêmes qui construisaient tout. Là où il y a des grosses villas. C'est pour ça, ils me demandent où sont les logements sociaux à Bonamoussa dit. Une mauvaise foi évident. Évident, hein. Si on vous donne le taux de loyer des gens qui habitent les immeubles à Makepo rond-point là, que quelqu'un paye 20 000, 25 000, 30 000 aujourd'hui. Mais je vais plus loin, je vais citer 2 cas. J'étais inspecteur au Crédit Foncier. J'étudiais les demandes de prêt. J'avais, comment on appelle ça, un monitoring qui me conduisait. Mais on dit à quelqu'un, tu es marié, tu as des enfants, combien? Pour te classer parmi, parce qu'il fallait voir l'individu. Est-ce qu'il a beaucoup de familles? Il gagne combien? Quand on le classe, là, il va payer les intérêts à 4,75, 5 au plus. Il doit donc produire les preuves qu'il gagne tant et il a une nombreuse famille. Je vous assure, les gens amenaient des faux actes d'état civil. J'ai un cas, même comme celui-là est décédé, je ne veux pas citer son nom. Il était agent de saisie à la BEO quand il prend un prêt au Crédit Foncier pour acheter un lot à Bonamoussa dit et construire un lot. Et la maiture avait des plans types. Tu achètes un terrain, tu amènes des plans. Nous, on savait que tu as pris le plan D11. Ok, nous savons comment ça doit être. Mais quand ils allaient sur le terrain, ils ne construisaient pas ces logements comme ça. Mais on veillait. Alors, le cas, parce que vous parlez comme si il y a le diable ici, les anges là-bas. Quelques années plus tard, ce monsieur ne rembourse pas. Ce qui est très grave. Hein. Maintenant, je suis inspecteur, je suis chargé aussi de recouvrement. Je vais lui dire que, oh my gars, tu ne rembourses pas. Il me dit, ah, ici, moi, je ne suis plus là où j'étais, je suis maintenant ici. Comme tu es expert, viens ici, on va gagner l'argent. Je dis non, je ne cherche pas à gagner l'argent, j'ai mon salaire. Il y a une procédure de saisine immobilière qui va au tribunal. Ce monsieur est allé au tribunal, il a produit notre carte d'identité, il a enlevé une lettre sur son nom. Il dit au tribunal que le Crédit Foncier lui a donné les prêts aux gens pour construire. Il vient, moi je ne connais pas, voilà ma carte d'identité, il parle de qui? Et je vous assure, le procès a été stoppé. D'accord. Donc, le sujet que vous traitez comme ça, là, comme vous faites la propagande politique pour vos partis cachés sous vos vestes, ce n'est pas facile. Franchement, il n'y a aucun ange et aucun diable quelque part. D'accord, c'est compris. Hein. Malheureusement, le thème parti à cette émission est arrivé à son thème. Pourtant, le sujet était très important. Mais le temps pour moi, en même temps, et la réalisation va me le permettre parce que l'émission se veut également pédagogique. Hein. Le ministre, Jean-Claude Mbouention, a souligné justement que tout le monde peut avoir accès à ces logements. Il suffit de passer peut-être parfois par une banque. Vous pouvez passer par des tontines ou même par le Crédit Foncier du Cameroun, qui est la banque pour l'habitat. Mais il faut savoir, il faut avoir des garanties ou des revenus. Si vous êtes par exemple un commerçant ou un homme d'affaires et que vous voulez en acheter, votre garantie devrait être justement de payer au comptant. Si vous êtes un salarié du privé ou de l'administration et que vous remplissez les critères du Crédit Foncier du Cameroun, il n'y a aucun problème. Il n'y a donc pas lieu de préciser. Il y a donc lieu de préciser qu'il ne s'agit pas de l'aumône. Ces logements sont garantis par l'État. Ils sont subventionnés à peu près
à 40% par le chef de l'État. C'est pourquoi on parle de logements sociaux. Quand vous parlez de 17 à 20 millions présentés de cette façon aux auditeurs ou aux téléspectateurs, cela peut sembler être excessif, mais si on essaie de comprendre de combien de mètres carrés il est question, il s'agit de 112 mètres carrés qui coûtent 17 millions de francs CFA et 130 mètres carrés qui coûtent 24 millions de francs CFA. Vous ne pouvez pas voir le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Alors, juste une précision, hein, on souligne en même temps que un appartement de 2 chambres de 74 mètres carrés coûte 26 millions de francs CFA au Maroc, alors qu'au Cameroun, un appartement de 3 chambres, dont un T4, construit sur 113 mètres carrés, coûte seulement 17 millions de francs CFA. Non, mais en même temps, le pouvoir d'achat n'est pas le même. Le pouvoir d'achat n'est pas le même. Non, mais vraiment, ce parallélisme le pouvoir d'achat n'est pas le même. Paysager. On reviendra sur ça. Au Maroc, le SMIC, c'est pas moins de 40 000. C'est pas 30 000. C'est 34 millions, on ne sait même plus à combien. 34 millions. Bon, en réalité, mais on ne peut pas faire ce parallèle-là. Ok, on a fait ce parallèle. Parce qu'il faut dire une chose, excusez-moi vraiment pour chuter, il faut dire une chose. La loi en soi est idéale, elle est bonne. Mais je dis, c'est au niveau de l'implémentation qu'il y a beaucoup de goulots d'étranglement qui sont gérés par certaines personnes qui veulent absolument avoir le pouvoir et avoir une certaine assise au détriment des autres. On va encore dire que c'est le rapport de force. Ne nous empêchez pas de pleurer aussi parfois quand on est étouffé, quand on a Monsieur Jean-Ici Bessala, juste pour conclure. Non, je pense que c'était un débat ouvert. Il y en a beaucoup appris sur les logements sociaux en même temps. Non, les logements sociaux, moi, je pense que l'État doit avouer que le programme de construction des logements sociaux, la crise est venue dévier. Et maintenant que la crise est plus ou moins derrière, il faut que l'État reprenne les choses en main. Il faut produire d'abord des terrains qui coûtent moins cher et comme ça, il y a un programme qui disait que chacun peut construire sa maison pendant 3 ans. Il y avait des plans évolutifs. Tu fais d'abord 2 pièces, tu rentres avec ta famille, 1 an après, tu ajoutes une pièce. Ça a existé. Donc moi, je pense qu'au lieu de transformer ça on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Un balle comme certains militants de certains partis le font. L'État pense que dans les prochaines années ou dans les années à venir, il va réfléchir sur la construction des T3 et des T2, donc pour les démunis, vendus à 10 millions de francs CFA. Non, c'est possible, à condition que le coût des terrains, le coût d'aménagement... Ok, voilà. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir été. Je vais encore porter. Malheureusement, je ne peux pas. Moi, je ne peux malheureusement pas. J'ai déjà 5 minutes de plus. C'est compris. C'est compris. Monsieur Onambélé n'est d'aucun parti politique. Il est quand même passé par le Manedem pour se former. Voilà, madame, monsieur, merci d'avoir été des nôtres pour cette autre édition du débat. Nous retrouvons très prochainement sur ces mêmes antennes. Au revoir.